Bon, alors on est ici au centre de calcul de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, qui est un centre du CNRS qui fait de la recherche fondamentale. Ce centre de calcul dessert tous les laboratoires de l'INEP3 qui sont dans toute la France. Alors, pourquoi on est ici? Parce que j'ai eu la chance de participer à deux projets intéressants, passionnants même, qui sont la naissance du premier web français. Ce premier web français, bon, l'histoire dit même que c'était le 5e web mondial, c'était peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on ne sait pas. Bref, donc ce web français, on l'a créé avec un de mes collègues de travail, qui était ici, qui s'appelle Wojciech Wojciech. Et à tous les deux, on a installé ce premier site web. C'était il y a maintenant quelques années, on était en 91-92. Voilà, donc c'est assez amusant, ce premier site web, c'est qu'on n'a pas mesuré. Alors, d'abord, avant tout, pourquoi ce premier site web français est né ici à l'IN2P3? Alors l'IN2P3 travaille de façon très intime avec le CERN à Genève, où se passent les grandes expériences de physique des particules. Or, le web a été inventé au CERN par Tim Berners-Lee, et on travaillait de façon assez soudée entre les deux centres de calcul, celui du CERN et celui de Lyon. Alors ça, c'est une des raisons qui fait qu'on ne pouvait pas échapper au web. Alors pourquoi on a été parmi les premiers? Le CERN avait fait la même erreur que nous, une erreur entre guillemets, c'est qu'il avait cru en un nouvel ordinateur qui était l'ordinateur Next, qu'avait fait Steve Jobs quand il a été viré de chez Apple. Donc le CERN en avait acheté plusieurs, nous on en avait acheté aussi une douzaine, et Tim Berners-Lee s'en est servi pour développer le premier site web. Ce qui fait que ça a été quasiment immédiat, on a pu récupérer sa technologie, la réinstaller sur nos serveurs Next, et c'est comme ça que le premier serveur web est né en France. Alors, bon, moi je dois avouer qu'au début, le web, oui, on l'a installé parce qu'on ne mesurait pas la portée que ça allait avoir. La portée, tout le monde la connaît maintenant. D'ailleurs, on parle de moins en moins du web, mais de plus en plus d'Internet. Mais en fait, le web est l'interface qu'utilisent tous les gens pour se connecter. Donc, voilà, on l'a installé. Il est resté quelques années à dormir, ce site web. Et puis après, on a commencé à s'en servir et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était en train de démarrer. Alors, la grande idée de Tim Berners-Lee, quand il a créé le web, c'était de se dire, on est dans des expériences internationales, il y a des physiciens du monde entier qui collaborent sur le même projet, et on n'a pas de moyens de les faire coopérer agréablement, facilement pour échanger des données, pour échanger de l'information. À l'époque, il y avait le mail, oui, il y avait un certain nombre de choses, mais tout était un petit peu disparate. L'idée de Tim Berners-Lee, donc, c'était de faire quelque chose qui permette de faire très facilement de l'échange de données. Voilà, donc on a mis ce premier site, il a dû dormir pendant une bonne année, une année et demie, avant qu'on commence vraiment à s'en servir. La première chose qu'on a fait, c'est bêtement un annuaire téléphonique de nos 18 labos qu'il y avait à l'époque de l'IN2P3. C'était aussi compliqué de gérer les gens, donc on a fait un annuaire qui était réparti sur le web. Donc on a eu d'ailleurs à ce sujet les premiers problèmes administratifs. C'est que la CNIL existait déjà, et bon, on s'est dit, on ne peut pas faire un annuaire qui va être visible du monde entier sans aller en toucher deux mots à la CNIL. Donc on est allé à la CNIL, on a installé, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire. Ils nous ont dit, le web, c'est quoi? Et on a expliqué à la CNIL ce qu'était le web. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a hébergé plus ou moins ici dans ce bâtiment le premier site web entre guillemets de la CNIL. Bon, ensuite, on a développé, le web est devenu l'interface pour tout, y compris
pour piloter à distance des gros équipements mécaniques, par exemple les gros détecteurs qui sont sur les expériences du CERN à Genève. On arrivait à les gérer à ce moment-là directement à travers une interface web. Maintenant, l'interface web est devenue quelque chose de... Alors bon, moi j'ai fait ça donc avec mon collègue. Ça m'a permis d'écrire quelques livres sur la programmation web qui se sont largement vendus à l'époque parce qu'il n'y avait rien. On a commencé à développer un petit peu. Alors, ce qui s'est passé beaucoup plus tard, enfin quelques années après, on est en 99-2000, arrive quelque chose qui se développe mondialement, que sont les archives ouvertes, hein, les Open Archives. C'est un physicien de la physique des particules aussi, de Los Alamos aux États-Unis, qui avait décidé que les publications scientifiques devaient être disponibles pour tout le monde. Le modèle des publications scientifiques est quelque chose, petite parenthèse, quelque chose d'aberrant, hein, il faut bien le dire, c'est que les États financent la recherche publique. Les chercheurs sont payés par l'État pour faire cette recherche. La finalité d'une recherche, c'est toujours une publication scientifique. Cette publication scientifique est abandonnée par les chercheurs et donnée gratuitement à des éditeurs. Et ces éditeurs, donc, publient l'article. Et au bout de cette publication, les articles sont revendus à ceux qui les ont produits et qui les ont donnés gratuitement. Et pas revendus pour rien. Il faut savoir que la France, actuellement, paye pour les abonnements aux revues scientifiques quelque chose qui est de l'ordre de 2 millions d'euros par an. C'est pas négligeable. Hein. Donc, est né un mouvement un petit peu contestataire, entre guillemets, qui voudrait que ces publications, qui ont été faites avec de l'argent public, soient disponibles publiquement. Donc c'est comme ça qu'est née cette première archive ouverte aux États-Unis qui s'appelle Archive, qui faisait référence essentiellement dans le domaine de la physique des hautes énergies, dans quelques domaines de la biologie, dans l'informatique aussi. Donc c'était une façon pour les chercheurs de donner leur publication et de dire regardez, n'importe qui peut y accéder. C'est extrêmement important. Hein. Avec un collègue, cette fois de l'ENS à Paris, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose en France. Et on a créé une archive ouverte, donc une plateforme web, sur laquelle les chercheurs vont venir déposer librement leurs articles qui seront, encore une fois, offerts librement et gratuitement aux autres chercheurs, mais aussi à vous, à moi, n'importe qui peut aller lire ces articles. Alors cette plateforme, on l'a appelée HAL, parce qu'on l'a ouverte en 2001, et donc référence au film de Stanley Kubrick. Alors, on s'est dit que c'était bien de l'appeler HAL, on s'est demandé ce qu'on allait pouvoir mettre derrière, donc on a appelé ça Hyper Archive en ligne. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça n'a pas une grande importance. Donc cette archive a démarré au sein du CNRS, a été créée ici, donc j'avais une toute petite équipe ici de quelques ingénieurs extrêmement pointus avec qui on a développé cette archive. Et au début, ça a démarré doucement. Hein. C'est quelque chose qui a démarré doucement, mais qui finalement a fini par tellement bien marcher que, par exemple, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, a récemment publié un communiqué où le système de gouvernance de HAL va un petit peu changer, mais surtout, HAL est reconnu comme l'archive ouverte de toute la recherche française, que ce soit le CNRS, que ce soit l'INSERM, la recherche médicale, que ce soit l'INRIA, la recherche en informatique, que ce soit l'INRA, la recherche en agronomie, bref, tous les grands établissements scientifiques de recherche, plus toutes les universités françaises, adhèrent à ce projet HAL qu'on a fait ici à 3 ou 4 personnes. Donc 2 choses importantes sont nées ici. Le web, la première, non pas le web, soyons modestes, la première plateforme française du web, et ensuite cette plateforme HAL pour les chercheurs qui fonctionnent dans ces 2 choses dont je suis assez fier finalement puisque j'ai participé à ces 2 grandes aventures. Alors, surtout d'écouter. Alors, je pense que le message, c'est d'écouter personne
et de faire ce qu'on a envie de faire. Hein, c'est pas toujours simple, mais c'est encore la meilleure chose, de ne pas avoir peur de se lancer. On est dans un monde qui se contraint de plus en plus, qui enferme les gens dans des cases. Hein, la France, de ce côté-là, c'est un peu triste. C'est que si vous avez un diplôme en informatique ou en mécanique, vous êtes presque obligé de faire de l'informatique ou de la mécanique. Si on compare avec les États-Unis, on ne vous demande pas quel diplôme vous avez si vous êtes informaticien ou mécanicien, on vous demande ce que vous savez faire, et peu importe le diplôme. Donc, faites ce que vous voulez. Si vous avez appris l'informatique et que vous voulez faire de la mécanique ou vous voulez faire de la physique des particules, changez de voie, etc. Je crois que c'est le meilleur message. Je sais bien que ce n'est pas simple. Hein, que c'était beaucoup plus simple à mon époque, à moi, qu'à l'époque de maintenant. Alors, j'ai eu une chance inouïe. C'est de travailler dans un milieu, la recherche, le CNRS particulièrement, où les échanges humains sont très riches, où la hiérarchie est très peu pesante. Moi, j'ai apprécié quasiment de faire un petit peu ce que je voulais. Hein. Alors, bien sûr, c'est un peu cadré et tout, mais vraiment, ce milieu m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires, des gens qui font confiance. Moi, quand j'ai démarré le premier web ici, le directeur de ce centre de calcul qui était là m'avait dit oui, bon, c'est un truc pour amuser les gens, mais ça ne marchera pas. Mais vas-y, essaye, fais, s'il en sort quelque chose, il en sortira toujours quelque chose. Ça, c'était extraordinaire. Quand on a fait HAL, on est allé voir la direction du CNRS qui nous a dit oui, pourquoi pas, essayez, vous pouvez toujours essayer. Donc on nous a donné quand même un peu d'argent, on nous a donné des locaux ici, on m'a donné quelques postes d'ingénieur, j'ai pu embaucher des gens. Donc ce milieu est extraordinaire parce que vraiment les gens sont ouverts, on est dans le monde de la recherche. Moi j'ai trouvé ça absolument génial. Donc que ce soit le directeur du CNRS à tous mes collègues, c'est tous des gens que j'ai toujours trouvé extrêmement accessibles. Hein, je crois que c'est pas partout comme ça. Mais dans ce milieu, les gens sont d'une grande ouverture d'esprit, heureusement. Hein, on ne fait pas de la recherche sans... Voilà. C'est cette histoire d'archives ouvertes qui commence à bien fonctionner et qui est quand même un caillou dans le jardin des éditeurs qui avaient quand même pris les chercheurs pour s'assurer une rente qui était absolument... Donc cette application, ce serveur HAL me tient à cœur. Je m'y intéresse encore beaucoup, j'ai encore beaucoup de contacts avec les gens qui développent. Donc vraiment c'est quelque chose... Je suis content c'est quelque chose... Je suis content d'avoir participé avec donc mon collègue de l'ENS que je n'ai pas cité mais que je remercie aussi, qui s'appelle Franck Laloé, qui est un chercheur en physique théorique, en physique quantique et qui avait donné un peu de son temps pour nous aider à lancer ce serveur HAL.